toutes et à tous pour cette cinquième édition de nos débats d'idées, donc organisés avec le Cercle des dirigeants d'entreprise et l'International Management School Geneva. Alors, ce soir, nous recevons le président Odgers, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous, Raymond Lorcan et Bertrand Tellier, qui vont faire suite à 5 déjà débats d'idées. Certains d'entre vous, on les note, ont déjà participé aux 5. Donc, pour rappel, toujours un débat sociétal, un débat avec un fort impact. Alors, au départ, on était plutôt sur l'après-Covid, le pendant Covid, etc. Donc, petit à petit, on sort du Covid. Les impacts managériaux dans un premier temps, le principe de la résilience dans un second, l'avenir de l'aviation, les libertés la semaine dernière et aujourd'hui la négociation. Donc, comme d'habitude, le format reste le même. Nos intervenants vont pendant 12 minutes chacun pouvoir traiter de cette question de la négociation. Ensuite, chacun aura le droit de se soumettre au jeu des questions que Enza a savamment préparé. Donc, 2 questions chacun. Ensuite, les intervenants se poseront eux-mêmes 2 questions et après, on laissera à notre public fidèle la possibilité de s'exprimer. À la fin du débat avec le public, vous verrez un questionnaire apparaître de manière à savoir si, en termes de timing, en termes de contenu, vous êtes satisfait, plutôt ou pas du tout, ou plutôt beaucoup même dans ce cadre-là. Donc, n'hésitez pas à le remplir, c'est très utile pour nous, ça nous permet de nous améliorer. Je laisse la parole à Enza. Merci à nos 3 invités. Oui, merci, merci cher Richard. Merci aux complices qui nous accompagnent dans cette aventure. Merci Jacques-François, merci Julien. Voilà, cette crise nous force à nous réinventer. Me voici revenu dans les locaux du CDE, du moins virtuellement. Alors, c'est un peu étrange parce qu'il y a des ombres, mais bon, on est là. Alors, avant d'aborder le débat, il n'est jamais inutile de se souvenir du sens des mots. Alors, j'ai cherché et j'ai trouvé quelques explications que je vais vous soumettre. Alors, négociation provient du latin negocium, nec plus otium, signifiant le temps libre et les loisirs chez les patriciens romains. Sans être du repos, l'activité de négocium se distinguait alors du labor, le travail agricole, artisanal ou du petit commerce, qui lui est effectué par la plèbe. Le négocium caractérisait ainsi une bourgeoisie d'affaires qui structurait les échanges de biens et matières premières. Par extension, ce terme désigna toute affaire privée et publique où il fallait réussir à concilier dans un accord des points de vue divergents. En français moderne, le sens se dissocie en négociant et négociateur. Le Larousse de 1923 établit ainsi un distinguo entre celui qui fait du négoce, donc le commerçant, et celui qui, dans une suite d'entretiens et d'échanges externes, exerce une influence politique en opposition à la force et à la guerre, la diplomatie. Au cours du XXe siècle, le clivage entre pratiques nobles et commerciales s'estompe puisque les diplomates négocient comme le font les acteurs du monde entrepreneurial. Actuellement, le terme négociation est donc utilisé dans un sens très large, au-delà de ces domaines de prédilection que sont le commerce, la diplomatie et les relations professionnelles. La notion s'est banalisée et il n'est pas rare d'entendre le profane vouloir négocier toutes sortes d'épreuves, un virage, la mort, l'avenir, sa carrière, et j'en passe. La négociation est donc partout dans notre quotidien et encore plus que jamais au-devant d'une époque qui s'annonce un peu différente. Nous avons voulu vous apporter des expériences diverses grâce à notre trio exceptionnel de conférenciers. Merci donc à Antonio Odgers, Raymond Lorcan et Bernard Tellier de nous gratifier de leur présence. Alors, naissons-nous négociateurs ou le devenons-nous? Antonio Odgers, Monsieur le Président du gouvernement genevois, cher Antonio, Covid-19 oblige, les cantons suisses, qui n'ont pas été tous touchés de la même manière, ont dû négocier certains points spécifiques avec le Conseil fédéral, qui de son côté a pris la main en faisant appel au droit d'urgence. Cette situation, Dieu merci, rarissime,
vous a sans doute contraint à négocier pour ce que vous estimiez nécessaire pour le canton, pour Genève. Voulez-vous nous raconter comment cela s'est passé? Il faut ouvrir le micro, Antonio, Monsieur le Président. Oui, oui. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cette invitation, pour le sujet qui est effectivement très pertinent dans bon nombre de domaines et bien sûr en politique. Surtout en politique suisse, j'allais le dire, puisque notre système est consubstantiel, la négociation est consubstantielle au consensus, à la collégialité. Donc, il n'y a pas un parti qui domine. En fait, il n'y a pas de parti majoritaire comme dans d'autres pays qui ont d'autres systèmes électoraux. Au bout d'un moment, il y a un parti qui a la majorité et puis quelque part qui déroule son programme. Ici, tous les partis sont minoritaires et donc on est obligé de négocier. Alors, pour venir effectivement sur cette gestion de crise, il y a eu des négociations à plusieurs niveaux, sur plusieurs thématiques avec Berne, tant dans la phase antérieure à la déclaration de la situation extraordinaire que le Conseil fédéral a fait et qu'il lui a donné, selon la Constitution suisse, les pleins pouvoirs, si je puis dire, qu'après cette phase où, tout en ayant les pleins pouvoirs, le Conseil fédéral a eu à cœur d'avoir un contact direct avec les cantons, et Genève étant un des 3 cantons les plus touchés par ce virus, eh bien, a eu une oreille attentive à Berne. Fondamentalement, l'équation était posée ainsi. Le fait que le Conseil fédéral ait pris la main a été perçu par tout le monde comme légitime et justifié. On ne pouvait pas aller dans une gestion de crise sanitaire avec des variétés régionales et intercantonales, mais en même temps, la crise elle ne touchait pas les cantons de la même manière et l'opinion publique des cantons n'a pas été aussi gérée de la même manière. Et aussi, il faut dire que la Suisse alémanique a été peu touchée, beaucoup moins touchée que nous par le virus. C'est quand même en Suisse allemande où l'équilibre souvent du pays se fait. En tout cas, voilà, il y a une majorité de 70% de Suisses allemands dans ce pays. Et donc, ce qui se passe à Zurich a souvent beaucoup d'impact sur les décisions de Berne, ce qui se passe à Genève un peu moins. Mais là, on a eu la chance d'avoir quand même Alain Berset et comme interlocuteur principal, et lui-même étant roman, disons que ça a quand même facilité les contacts. Alors, très concrètement, oui, moi j'ai pris mon téléphone quand j'ai appelé Alain Berset sur 2-3 points importants qui touchaient Genève et qui devaient peut-être faire l'objet d'une appréciation un peu différente de la part du Conseil fédéral, en sachant que pour lui-même, il devait aussi obtenir un équilibre avec le reste des cantons suisses. Mais nous avons pu, par là, alors finalement, ce qui a pu être obtenu, par exemple sur la question des chantiers, Genève avait décidé de fermer les chantiers dans un premier temps, Berne a ensuite dit qu'il voulait les laisser ouverts, mais en appelant Alain Berset, on s'est mis d'accord sur le fait que bon, ils étaient ouverts sur le papier, mais qu'on pouvait avoir un dispositif de contrôle suffisamment exigeant pour que la plupart des gros chantiers n'ouvrent pas tout de suite. Et donc, il était d'accord avec ça. Et donc, on voit que sur les différents éléments, on a des chantiers, il y a eu aussi encore d'autres enjeux, notamment sur les masques, l'approvisionnement et d'autres. Eh bien, il y a toujours un espace de dialogue. Je pense que ça tient au système fédéral et ça tient évidemment aux interlocuteurs. Si on était face à un conseiller fédéral qui disait non, non, c'est fini, il n'y a plus rien à voir, vous obéissez, point barre, le risque qu'il allait prendre, c'est que les cantons comme Genève ou le Tessin se rebellent contre Berne. Et ça fait partie de l'équilibre fédéral. Donc je pense que la négociation a été bien menée puisque les cantons comme le Tessin, Genève ou Vaud, on a pu obtenir des choses en plus. Et en obtenant ça, on est resté dans le système, c'est-à-dire qu'on n'a pas remis en cause la primauté de l'action du Conseil fédéral dans cette situation extraordinaire. Et pour moi, c'est un bon exemple de négociation réussie. Merci beaucoup, Monsieur le Conseiller d'État. Peut-être au travers des questions, nous pourrons y revenir.
pour qu'on puisse laisser vraiment le temps aux questions, merci de tenir un peu les 2 minutes sur chaque question. Alors, en politique et par les fonctions qui sont les vôtres, évidemment, vous devez être en constante négociation. On imagine que ce soit au Conseil d'État, au Grand Conseil, au sein même de votre parti des Verts, sans compter la place que nous savons importante à vos yeux pour que la Genève internationale reste le centre mondial des négociations de paix, comme elle a toujours été. En 1 minute et demie, racontez-nous, Antonio Gers. Excuse-moi, Sacha, je n'avais pas noté que c'était 2 minutes. Oui, c'est de nouveau, alors je ferai du coup 25 secondes pour me rattraper et me faire pardonner. Non, pour moi, vraiment, la négociation est consubstantielle, je le disais, la vie politique à la vie politique suisse. Et la Genève internationale ou la politique étrangère de la Suisse est basée sur la négociation. Que dit Genève au monde? Genève ne dit pas « soyez d'accord avec nous sur tel point, tel autre point ou tel point ». Genève dit « venez discuter de vos différences et de vos différences chez nous et trouvons ensemble un point commun, une voie à suivre en matière de négociation ». Donc, la Genève, voilà, dès la création de la Croix-Rouge, etc., a toujours dit aux grands de ce monde « venez négocier ». Donc, on est une place de négociation internationale. Et je dirais que c'est consubstantiel à notre histoire. Merci beaucoup. Alors, en de nouveau 25 secondes, peux-tu en 1 minute nous raconter ce qui reste pour toi la plus belle négociation de ta vie? Peut-être quand je suis arrivé au Conseil national en 2013, alors c'est une négociation qui est piquante parce qu'elle était secrète, puisque j'étais assez vite embarqué dans le groupe confidentiel de députés qui essayait d'éviter la réélection de Christophe Blocher, vous vous souvenez peut-être, et qui avait dû négocier avec des gens de tous les partis d'ailleurs, de manière confidentielle. On avait trouvé Marlene Merschlumpf qui était partante, et c'est vrai que c'était un climat un peu complotiste, je te l'avoue Enza, mais qui avait mené à des épisodes marquants de la politique suisse. Alors, je venais d'arriver, je n'ai pas du tout eu un rôle clé là-dedans, mais quand même, j'ai pu participer et amener ma petite contribution, et ça reste une négociation avec un effet marquant. Merci beaucoup. Raymond Loretan, monsieur l'ambassadeur, monsieur le président de conseils d'administration et autres structures telles le Grand Prix de l'horlogerie, le club diplomatique et j'en passe. Cher Raymond, vous êtes au conseil d'administration de Ibis Holding, active essentiellement dans les soins de santé, de clinique, hôtellerie, période difficile s'il en est, puisque le Conseil fédéral vous a demandé de cesser vos activités tout en restant à disposition en cas de besoin. C'est peut-être la première fois qu'il y a une telle complémentarité entre la santé publique et privée. Alors, comment ça se passe? Alors, ça se passe plutôt bien. Et c'est vrai que c'est un peu la douche froide, cette pandémie, parce qu'en effet, toutes les structures privées, mais aussi publiques, ont dû arrêter leurs opérations non urgentes et électives pour se mettre à disposition de la lutte contre la pandémie. Alors, c'est vrai que c'était un exercice négociatoire extrêmement intéressant dans la mesure où, en Suisse, il y a 27 ministres de la Santé, il y a le ministre à Berne, Alain Berset, puis il y en a un dans chaque canton. Et chaque canton a adopté son propre dispositif ajusté au cadre qui a été donné sur le plan national. Donc, 13 fois, nous sommes présents dans 13 cantons avec des cliniques de soins aigus. 13 fois, nous avons dû décider et négocier un dispositif. Et je dois dire qu'en général, ça s'est extrêmement bien passé. Comme l'a dit Antonio tout à l'heure, tout le monde reconnaissait l'autorité fédérale pour imposer ce dispositif. Et ensuite, nous étions tous extrêmement coopératifs, mais sur des modèles différents. Par exemple, à Genève, il y a eu une coopération entre les HUG et notre clinique, clinique générale Beaulieu, qui reprenait des opérations que les HUG ne pouvaient plus faire pour être plus disponibles contre la lutte Covid. Donc, il y avait le principe de subsidiarité.
Par contre, dans d'autres cantons, nous avons été quasiment réquisitionnés, c'est-à-dire que nous avons fermé les cliniques et nous avons mis à disposition du canton notre personnel, nos infrastructures et notre matériel. Donc, des réponses extrêmement différenciées. Je dois dire que là, ça a prouvé que le système de santé suisse est capable de faire face à une telle pandémie dans la mesure où il peut réagir de manière extrêmement flexible quand le public et le privé travaillent en étroite coopération. Merci. Elles se font toujours avec plusieurs partenaires, à commencer par le ministre de la Santé du canton, mais aussi avec l'hôpital cantonal, l'hôpital universitaire, etc. Donc, l'exercice sera plus difficile quand il s'agira de parler de rémunération, de compensation des pertes. Là, je pense qu'un certain nombre de fronts vont se raidir, mais on n'en est pas là. Pour l'instant, on n'est pas encore sorti de la pandémie, donc la lutte commune continue. Et il y a un moment donné où il faudra faire des comptes, et là, ce sera un nouveau round de négociations. Merci beaucoup. Alors, vous avez été ambassadeur de Suisse à Singapour et Brunei, puis consul général de New York, à New York jusqu'en 2007, avant de revenir en Suisse pour suivre des voies multiples, disons comme ça, parce que j'ai essayé de compter, c'est pas possible. Est-on le même diplomate en Asie qu'aux États-Unis? Quelles similitudes? Quelles différences? Bon, d'abord, simplement pour que vous voyez quand même qu'il y a un fil rouge, chaque engagement, il y a une dimension de service public, y compris dans le privé, puisque la santé, à partir du moment où vous avez des mandats de prestation de l'État, c'est aussi un service public. Donc, j'ai été 5 ans en Asie et 5 ans aux États-Unis. Un diplomate, il ne change pas, il s'adapte. La nature même du diplomate, c'est d'être cette capacité de s'adapter à un nouvel environnement, à de nouveaux interlocuteurs. Ça doit être aussi la capacité de comprendre une culture et de défendre avant tout les intérêts de son pays. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on limite le temps, parce qu'après 4-5 ans, la tendance est à s'identifier avec la culture dans laquelle on habite et plus à défendre les intérêts de son pays. Bien sûr que c'est extrêmement différent d'être en Asie. À Singapour, à l'époque, c'était un peu l'Asie pour les débutants. Mais vous êtes dans une culture, Singapour est une culture chinoise et confucéenne, donc très axée sur les valeurs familiales, sur la hiérarchie, sur le respect de l'autorité. Donc là, vous avez un système extrêmement centralisateur, donc il faut comprendre ce système, il faut arriver à s'infiltrer dans ce système, il faut comprendre la mentalité, mais c'est vrai pour chaque négociation, de votre interlocuteur. Et je dois dire d'ailleurs, c'est le cas dans toutes les cultures, il gagne aussi à être connu, même sur le plan humain. Et pour arriver à un résultat, je dirais, positif et constructif dans une négociation, il faut s'impliquer très personnellement avec l'interlocuteur asiatique. Il faut créer un lien. Il faut être capable de sortir de la négociation pour se mettre dans une ambiance conviviale, tout en gardant en permanence à l'esprit que tout ce qu'on est en train de faire, c'est une négociation, donc en gardant à l'esprit l'objectif aussi de l'interaction. Avec les États-Unis et les Américains, c'est beaucoup plus direct, c'est beaucoup plus business-like, on sait beaucoup plus rapidement où on en est, mais ils ont aussi une mentalité très jusqu'au boutiste, très gagnante. Donc, vous devez aussi vous adapter différemment à cette culture américaine. Mais des deux cultures dans lesquelles j'ai eu l'honneur et le plaisir de plonger, eh bien, on apprend quelque chose, mais nous aussi, on peut leur apprendre quelque chose. Donc, ça a toujours été constructif et je pense que c'est l'essentiel de la négociation, c'est qu'à la fin, si vous voulez une négociation qui soit fructueuse et réussie, elle doit être gagnante-gagnante. Donc, vous ne pouvez pas toujours tout gagner, vous devez toujours faire en sorte que en Asie, on ne perde jamais la face et aux États-Unis, on gagne un peu d'argent. Alors, justement, quelle aura été ta plus belle négociation à tes yeux? Alors, pour moi, la plus belle négociation, c'est toujours la négociation qui est en cours. Et par définition, la négociation en cours doit être secrète parce que je suis convaincu que le secret de la négociation, c'est aussi un facteur de réussite. Par contre, j'ai eu de très belles expériences. Une des belles expériences que j'ai eues, c'est dans mon premier poste diplomatique à Berne, chez le secrétaire d'État Brunner,
où après la guerre des Manouines, on a eu le mandat de négocier entre la Grande-Bretagne et l'Argentine. Moi, j'étais dans la coulisse, bien sûr, mais j'ai fait tout ce qui était pratique, c'est-à-dire préparer les notes, organiser les rendez-vous secrets, chercher des lieux, organiser les transports, etc. Donc, c'était vraiment la main dans le cambouis pour voir comment on organise, comment on fait venir une délégation, comment on organise un premier entretien, séparer un deuxième, ensuite on met les acteurs ensemble, etc. C'était vraiment très, très passionnant, même si la négociation finalement a quand même échoué. Et ensuite, je suis depuis 10 ans au Centre pour le dialogue humanitaire. Et là, il y a de très belles choses qui se font ici à Genève, en complément de ce qu'a dit Antonio. Il y a deux négociations que je mentionne rapidement parce que j'étais un peu impliqué. Une qui a terminé en 2014 sur une charte des élections en Tunisie. Vous savez que la Tunisie, c'est resté l'espoir démocratique de la région. Et à la base, et derrière tout ça, eh bien, il y a une négociation sur un code de conduite entre tous les partenaires. Et derrière ce code de conduite, il y avait une organisation qui s'appelle le Centre pour le dialogue humanitaire et aussi la Suisse. Et au moment, et c'est un autre principe de négociation qui est important, au moment où cette charte a été publiquement adoptée, eh bien, les négociateurs ont dû disparaître. Et c'est un élément aussi très important si vous voulez réussir une négociation. Parfois, vous devez aussi avoir l'humilité entre deux acteurs de savoir que vous n'avez jamais existé, même si c'est vous qui avez amené le succès de la négociation. Et puis la troisième que je mentionnais, parce qu'elle était assez spectaculaire, c'était en 2018, c'est le démantèlement de l'organisation terroriste de l'État basque, ETA basque. Et dans la phase finale, le Centre pour le dialogue humanitaire, j'étais légèrement aussi impliqué là-dedans, on a quand même dû démanteler les armes de cette organisation. Donc, pratiquement, ce n'est pas seulement du papier, mais c'est de savoir où on allait récolter des armes, les remettre à qui, escamoter aussi l'origine de ces armes, de leurs propriétaires, etc. Donc, c'est des choses qui, c'est pas seulement, je dirais, la négociation, c'est pas seulement un échange de mots et l'habileté dans l'échange des stratégies, mais c'est aussi des fois très terrain, très pratique. Il faut faire des choses comme déplacer des mitrailleuses, des cachettes basques et les remettre à la police française. Merci beaucoup Raymond. Eh bien, le lien est tout de suite là, puisque Bernard Tellier, monsieur l'ancien négociateur principal du CIGN, aujourd'hui conférencier, consultant auprès des chaînes d'information, là aussi, entre autres, cher Bernard. Alors, clairement, à en juger par vos études de psychologie et l'obtention d'une maîtrise de psychologie du comportement, l'esprit humain vous intéresse. Vous avez été pendant 10 ans négociateur principal du GIGN avec des prises d'otages, des forcenés, des terroristes. En cette époque inattendue entre le factuel, les dits, les non-dits, les convaincus de complot, quel type de négociation pourriez-vous imaginer? Alors, bonjour à tout le monde. Alors, il faut savoir que une négociation est toujours complexe. Et dans chaque négociation, même des négociations rationnelles, il y a toujours une part d'empathie énorme. Et dans toute négociation, il y aura toujours des agents pathogènes autour de nous. C'est-à-dire qu'on va faire face à des toxines qui sont remplies d'émotions négatives. Ce sont des personnes qui vont prendre un malin plaisir de vous pourrir la vie. Alors, quand je dis pourrir la vie, mes mots sont pesés. Hein, c'est vraiment en vous lançant des attaques sur tout ce que vous faites, sur tout ce que vous dites, vous infectez et vous affectez psychologiquement et physiologiquement. Donc, c'est des gens qui vont nous porter préjudice. Et c'est avec ces gens-là qu'il va falloir aussi négocier. Alors, la première chose à faire quand on négocie avec des gens, avec des personnes et surtout avec des toxines, c'est, faut savoir que ce sont des bulldozers. Ce sont des gens qui sont entraînés à contredire. Donc, ça ne sert à rien d'aller sur leur terrain. Il ne faut surtout pas aller sur leur terrain parce qu'ils sont très très forts. Ils font ça à longueur de temps. Donc, il faut prendre une autre tactique. Par exemple, moi, sur une prise d'otage, au début, ça ne se passait jamais bien. Mais jamais, c'était toujours le preneur d'otage m'insultait, il me contredisait, il ne voulait rien savoir, il ne me faisait pas confiance. Et il fallait que j'inverse la situation. Il faut savoir qu'il ne faut jamais réagir à de la colère par de la colère. Sinon, vous faites une catastrophe.
Et c'est le premier piège que la personne en face de vous va tenter de faire. Par la colère, il va vous essayer de vous faire perdre votre capacité émotionnelle et vous exprimer par de la colère. Alors, certains chefs d'entreprise me disent « Oui, mais moi, dans ma société, quand je me mets en colère, bon, tout le monde exécute. » Oui, alors déjà, on n'est pas tous chefs d'entreprise. Hein. Et puis, deuxièmement, oui, ils exécutent à l'instant T. Mais que va-t-il se passer demain? Demain, ça va être des arrêts maladie, du matériel qui va disparaître ou du matériel qui va être cassé, de l'absentéisme. Et c'est leur façon de s'exprimer. Donc, ce n'est pas la bonne façon. Donc, que l'on soit dirigeant, que l'on soit commercial, politique ou négociateur de crise, il faut commencer à faire fonctionner notre intelligence émotionnelle. Et c'est le secret de toute négociation, l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire faire preuve d'empathie pour comprendre pourquoi cette personne est en colère. Et en général, c'est de la peur. Hein. Souvent, c'est de la peur. Ou alors, ils essaient d'avoir de la reconnaissance derrière cette colère. Et puis, le petit secret, c'est de pouvoir analyser nos propres émotions. Pourquoi? Parce qu'en analysant vos émotions, vous allez pouvoir vous avez la capacité de travailler avec votre cerveau émotionnel et votre néocortex. On a 3 cerveaux qui sont imbriqués. Le reptilien, en général, c'est le plus archaïque de nos cerveaux. Hein. Il fait énormément de carnage, c'est l'instinct animal. Et on réagit souvent quand on est attaqué avec ce cerveau. Et l'instinct animal, en négociation, n'a pas sa place. D'ailleurs, on dit souvent en négociation, c'est de réagir d'une manière non naturelle. Parce que si vous réagissez avec votre cerveau reptilien, vous réagissez d'une manière naturelle. Et le cerveau reptilien n'a que 2 solutions, la fuite ou l'attaque. Donc en négociation, c'est absolument pas bon. En analysant vos émotions, vous allez pouvoir être maître de vos émotions et ne pas vous faire embarquer par la colère. Et rester sur un seuil calme. Et ça, c'est une reconnaissance des autres de ne pas vous mettre en colère. Et c'est un atout pour vous, alors que l'autre se mettrait en colère. Et puis aussi solliciter le cerveau néocortex de l'autre, c'est-à-dire qu'il va falloir faire en sorte qu'il ne réagisse pas avec son cerveau reptilien. Et la seule chose à faire pour pas que cette personne réagisse avec son cerveau reptilien et qu'il vous attaque, c'est de reconnaître sa version. Alors, même si on n'est pas d'accord, hein, la reconnaître d'ailleurs, ce n'est pas être d'accord avec l'autre, hein, c'est seulement lui dire « j'ai compris ce que tu m'as dit ». Reconnaître sa version, ça rassure énormément les gens. Et si vous reconnaissez sa version, il va être capable de reconnaître la vôtre par la suite. Et après, il faut mettre ces 2 versions face à face et trouver un terrain d'entente. Bernard, forcément, nous allons être terriblement frustrés parce qu'on a envie de vous écouter les 3 longtemps. Mais voilà, j'espère qu'on y reviendra avec les questions. Posez-les dans le chat, mesdames et messieurs. Alors, Bernard, vous êtes désormais assez proche des entrepreneurs après avoir quitté cette fonction au GIGN. Au travers de votre expérience, que pouvez-vous leur conseiller face aux enjeux mastodontes qui s'annoncent? Est-ce qu'au fond, tout est négociable? Oui, tout est négociable, puisque moi, j'ai négocié des vies d'enfants, des vies d'adultes, je négociais de la nourriture, je négociais du temps. Donc, tout est négociable. J'allais dire que s'il n'y a plus de négociation, ben c'est terminé, il n'y a plus de solution. Donc, tout est négociable et il faut tenter tout. Alors, on peut essayer de ne pas négocier, mais pour cela, il faut qu'il y ait une concertation, une énorme concertation auparavant. Ça évite la négociation. Mais peu de gens en sont capables. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? La première chose à faire, il faut savoir qu'on a tous subi cette crise. On a tous été émotionnellement touchés par ce virus. Et ça, c'est salvateur pour notre psyché. Parce que nous sommes tous pareils. Qu'on soit chef d'entreprise, politique ou quoi que ce soit, nous avons tous subi ce virus. Et ça, c'est salvateur pour le psyché parce que nous sommes un groupe à avoir subi ça. Nous ne sommes pas seuls. Et tout le monde a le droit d'en parler. Et la première chose à faire quand vous êtes dirigeant d'une société, c'est de ne pas viser la performance, de ne pas vouloir aller trop vite. Moi, dans toutes mes négociations, ce que j'ai remarqué, c'est que tous les négociateurs qui ont voulu aller trop vite se sont plantés. Donc, les chefs d'entreprise, s'ils veulent retrouver la performance, il ne faut surtout pas viser la performance dans un premier temps. Il faut viser le bien-être de leurs collaborateurs. Et comment viser le bien-être? C'est de faire d'abord, la première chose à faire, c'est de faire un débriefing émotionnel pour savoir comment ces collaborateurs ont vécu ce virus. Et on l'a tous vécu différemment. Et mettre des mots sur leurs mots, MAUX, ça va leur permettre de passer ce cap. Donc, ne visez pas la performance, elle va venir toute seule.
Un chef d'entreprise tout seul ne peut rien faire, il a besoin de ses équipes. Donc, plus vite que ses équipes iront bien psychologiquement, plus vite elles seront performantes. Merci Bernard. Alors, vraiment, en 20 secondes, la négociation, ta négociation, celle qui te rend le plus fier. Alors, il y en a plein. Il y en a plein. Ce ne sont pas les plus médiatiques qui ont été celles dont je suis le plus fier, mais il y en a une qui m'avait touché. C'était dans l'Est de la France, il y avait un militaire qui s'était retranché avec 64 tonnes d'explosifs et il menaçait de tout faire exploser. On avait calculé, c'était mortel dans un rayon de 5 km, donc plus personne dans un rayon de 5 km de vivants. Et il y avait des maisons, des villages, des vieilles maisons aux alentours, et les gendarmes avaient évacué tout le monde dans ces villages, et il y avait quelques vieilles personnes qui préféraient mourir que de quitter leur maison. Et ça m'avait touché énormément, et voir des personnes de 80 ans qui ont travaillé toute leur vie et qui ne voulaient pas perdre cette maison, ça m'avait touché énormément. Et après, je leur avais parlé et ils m'ont dit, on a fait ça parce qu'on savait qu'en restant dans nos maisons, vous alliez être encore plus performants parce qu'il y avait des vies. Et ça m'avait touché énormément. Merci beaucoup Bernard. Alors maintenant, en mode ping-pong, je vais demander à chaque conférencier de poser une question à chacun des autres conférenciers. Question rapide, réponse rapide. Je ne vois plus Antonio Hodges. Antonio, tu es là? Antonio? Oui, vous ne me voyez pas? Ah, ça y est, voilà. Alors, une question rapide à Raymond Loretan. Oui, une question rapide. Attends, il faut que je retrouve mes notes. Tac, voilà. Ouais, tu l'as déjà un peu posé. Je me demandais si dans les différents aspects, parce que Raymond, toi, tu as été dans beaucoup de domaines finalement. Est-ce que tu arrives à donner un point commun de la négociation entre la diplomatie internationale que tu as beaucoup évoqué, mais aussi l'horlogerie ou même au sein de la constituante où tu as siégé? Quels sont finalement les points communs, si ça a déjà été un peu abordé? Alors, en tout cas, en ce qui me concerne, ce qui est extrêmement important, c'est d'être toujours à l'écoute de l'autre et de penser à une solution gagnante-gagnante, que ce soit dans tous les domaines. Écouter, chercher une solution gagnante-gagnante tout en gardant. Donc, pour moi, une négociation, c'est se mettre à la place de l'interlocuteur puis avoir une sorte de GPS en tête qui est fixé sur l'objectif qu'on veut atteindre. Et par rapport à ce que dit l'interlocuteur, tu changes de direction, tu arrives avec un nouvel argument, tu enregistres ce qu'il dit, tu l'utilises pour charpenter la tienne, etc. Donc, c'est cette écoute permanente et c'est comme si tu étais assis de l'autre côté. Et cette attitude mentale, je pense qu'elle amène aussi à ce qu'on comprenne mieux, entre guillemets, l'autre et qu'on l'amène aussi mieux à la solution qu'on souhaiterait. Merci. Il doit toujours être une solution gagnante-gagnante. Merci, à l'exception peut-être dans les prises d'otages, etc., où ça, c'est un peu différent. Merci Raymond. Antonio Hodges, une question à Bernard Tellier? Oui, je me demandais, Monsieur Tellier, est-ce qu'une fois dans les négociations, surtout dans des situations extrêmement dures, telles que celles que vous avez vécues, est-ce que vous avez été branlé personnellement? C'est-à-dire que, permettez d'exemplifier moi-même, en politique, moi j'ai des convictions assez fortes, donc c'est vrai que mon piège, je me rends compte, c'est que souvent je défends des convictions auxquelles je crois et du coup, j'ai parfois pas le recul émotionnel par rapport à la posture, parce que c'est un peu la mienne, c'est un peu moi que je mets là-dedans aussi. Vous, dans votre cas, vous négociez des vies avec un terroriste, mais est-ce que vous avez un exemple où tout d'un coup vous êtes senti impliqué et quelque part il y a une dimension personnelle qui s'est imposée à vous et qui a pu peut-être vous compliquer la vie? Oui, alors justement, il ne faut pas confondre l'empathie et la sympathie. L'empathie, c'est de comprendre l'autre, et la sympathie, c'est donner raison à l'autre. Et je peux vous assurer que mes preneurs d'otages ont des parcours de vie extrêmement durs. Et je me suis souvent dit, si j'étais à leur place, je ne serais peut-être pas mieux qu'eux. Si j'avais eu leur parcours de vie, je ne serais
peut-être pas mieux qu'eux. Et on s'implique émotionnellement dedans. Et c'est pour ça qu'on est toujours deux négociateurs. Il y a un deuxième négociateur qui est là pour nous observer. Et à un certain moment, si je m'implique trop, il va me dire attention, tu vas trop loin, pour me préserver psychologiquement. Mais où je peux avoir une certaine frustration, c'est quand je sens que je vais ramener à la raison mon preneur d'otage et que j'ai mon patron qui me dit stop négociation parce que l'équipe d'assaut a une opportunité et qu'ils vont pouvoir l'attraper sans le blesser, hein, mais qu'ils vont pouvoir l'attraper. Et j'ai une frustration hein, et j'ai envie de dire non, je ne peux pas puisque je sais qu'il y a une opportunité de l'autre côté, mais j'ai envie de dire non et psychologiquement, je le vis comme un échec alors que ce n'en est pas un parce que grâce à moi aussi, la mission a pu se concrétiser, mais c'est très frustrant quand il y a eu une émotion partagée comme ça avec le preneur d'otage. On a l'impression un peu de le trahir quand il y a un assaut qui a été lancé. Oui. C'est dur. Merci Bernard. Alors, Raymond Loreto, une question à Antonio Jess. Alors, une question à Antonio. Donc, la situation au sein du Conseil d'État genevois est compliquée. Et compte tenu des enquêtes en cours, etc. Et je pense que pour un président, de maintenir en permanence l'harmonie, la capacité décisionnelle, le respect des compétences des uns et des autres, ça doit être un exercice assez compliqué et assez difficile, accompagné d'un exercice de communication qui doit aussi être équilibré. Ça m'intéressait de savoir comment tu gères ces tensions internes qui, si possible, ne devraient pas paraître à l'externe. C'est vrai qu'il faut le dire, hein, ce gouvernement, entre l'affaire que tu évoques, une mise en prévention d'un élu, ça s'est jamais vu en 50 ans, la gestion d'une telle crise sanitaire, non plus. Disons que, comme ça a été dit avant, il faut que chacun puisse s'exprimer. Et puis, peut-être il y a un facteur qui est fort, c'est quand même le facteur temps. C'est-à-dire que quand je sens que ça va au clash, je ne pousse pas le conseil à une décision. En tout cas, j'ai toujours, comme président, évité qu'il y ait des décisions à 4 contre 3 ou des choses comme ça parce qu'elles ne tiendront pas sur la durée. Il faut que les choses soient plus solides et quelque part, c'est d'avoir un peu de temps et puis de jouer sur le fait est que quoi qu'on fasse dans un gouvernement, eh bien, on est tous dans le même bateau in fine. Merci. Et même s'il y a parfois une tendance un peu autodestructrice ou des tensions tellement fortes qui peuvent abîmer le bateau, il y a le rappel quand même qu'en général, dans notre système suisse où il n'y a pas de Premier ministre ou de président qui peut limoger des ministres, etc., c'est le peuple qui a mis 7 personnes dans ce bateau. Ces personnes-là, à moins qu'une d'elles démissionne, elles vont rester sur le bateau. Donc, quelque part, on est condamné à s'entendre. Et ça a permis de trouver des équilibres qui sont parfois difficiles, parfois un peu précaires, mais qui, dans l'ensemble, ont fonctionné. Et finalement, ce conseil, eh bien, malgré tout et malgré le dégât d'image, tous les budgets ont été déposés en temps et en heure. Tous les projets de loi ont été déposés en temps et en heure, que ce soit de RFFA, CPEG, d'autres projets. Je veux dire, finalement, on gouverne quand même. Et ça, c'est peut-être pour moi la preuve qu'on a réussi à trouver cet équilibre. Merci beaucoup, Antonio. Je dois négocier avec vous trois des questions rapides pour des réponses plus rapides. Sinon, on va perdre nos auditeurs parce que voilà, dans 25 minutes, on doit se quitter. Alors, Raymond, une question rapide à Bernard Tellier pour une réponse rapide. Bernard. D'accord. On dit que la négociation d'otages, c'est l'art de tester les limites, en fait. Et ma question est simple. Comment ne pas aller trop loin? Quand est-ce qu'on sait que là, aïe, je vais passer le Rubicon? Alors, malheureusement, on est tous différents. Et chaque preneur d'otage, chaque théorie, c'est différent aussi. Donc, les limites ne sont jamais les mêmes. Et ça, c'est extrêmement dur. Il n'y a pas un baromètre qui est fixe où on peut dire, attention, là, je dépasse la ligne, là, je ne dépasse pas la ligne. En fin de compte, on va être caméléon, et vous l'avez dit tout à l'heure, hein, vous-même, monsieur l'ambassadeur, on doit être caméléon. On doit s'adapter en fonction des personnalités qu'on a en face de nous. Donc, ce qui va nous permettre de savoir la limite,
à ne pas dépasser, c'est notre sensibilité. Plus vous allez être sensible, parce qu'on communique avec nos sens, nos sensations, plus vous allez ressentir l'autre et vous allez pouvoir vous arrêter avant de faire le pas de trop. Moins vous serez sensible, moins vous serez bon communicant et plus vous allez justement franchir le pas et aller sur des points de non-retour. Bernard Tellier, une question au président du gouvernement, Antonio Ajax. Oui, alors Monsieur le Président, il y a souvent les chefs d'entreprise me disent nous, on est toujours au travail. Quand on rentre le week-end, le soir, on parle de travail avec notre famille, tout ça. Comment fait un homme politique pour partager la vie professionnelle et la vie familiale? En 30 secondes. Ah, votre micro. Le micro, Antonio, le micro. Pardon. C'est une bonne question. Ce soir, j'ai perdu ma négociation et ma femme est partie et m'a laissé avec les 2 enfants. Donc, puisqu'elle allait voir son frère. Donc, voilà. Moi, c'est vrai qu'il y a des fois des couples qui sont les 2 en politique. Je ne pourrais jamais. Il faut avoir son autre monde et son propre équilibre. Mais j'étais chef d'entreprise avant. C'est des fonctions très prenantes, toujours. Mais je pense que la clé, c'est de pouvoir exister sans cela. Moi, je me dis toujours, demain, cette fonction s'arrête. Qui je suis et qu'est-ce que je serai? Et puis, je suis assez clair dans ma tête, donc ça va. Merci beaucoup. Bernard Tellier, une question à Monsieur l'ambassadeur Raymond Loreton. Oui, alors Monsieur l'ambassadeur, vous avez encore un parcours impressionnant. Hein. Vous avez été en Asie, aux États-Unis, en Amérique. Comment faites-vous pour vous adapter aussi rapidement à des cultures différentes? Est-ce que vous êtes managé? Est-ce que vous êtes accompagné? Ou alors vous avez une botte secrète? Écoutez, déjà, je pense que déjà quand on choisit la diplomatie, on a cette curiosité de s'ouvrir aux autres cultures. Et ensuite, vous devez vous immerger. Quand vous arrivez dans un pays, vous devez avoir la capacité de vous immerger dans cette culture et d'accepter cette culture et de ne pas juger cette culture avec vos standards, ceux que vous amenez de Suisse ou d'Europe, mais essayer de comprendre, par exemple, le Singapour avec les standards confucéens, y compris dans le domaine des droits de l'homme, ce qui vous donne une autre vue. Donc, il y a cette faculté que doit avoir chacun d'apprentissage de la culture de l'autre. Je vais juste ajouter une chose sur la négociation que je voulais quand même placer, qui est valable pour tout. Paul Valéry a dit que les meilleures négociations, c'est les accords entre les arrière-pensées. Et c'est aussi intuitif. Vous avez parlé tout à l'heure, Monsieur Tellier, que vous devez sentir la chose. Je pense que l'intuition a beaucoup à faire. Il faut comprendre l'arrière-pensée de la personne que vous avez en face de vous. Et dans la diplomatie, en tout cas dans mon expérience que j'ai faite avec Édouard Brunner au début des années 80, c'est exactement ce que j'ai appris. Et je pense que si vous arrivez à deviner l'arrière-pensée de votre interlocuteur et lui la vôtre, vous arriverez toujours à un accord. Merci, merci messieurs, de cette première partie passionnante. Nous avons une surprise que nous n'avons pas pu vous préannoncer parce qu'elle s'est réalisée peut-être 1 heure avant qu'on commence le débat. Nous avons avec nous le directeur du conseil du comité de négociation commerciale de l'OMC, Monsieur Victor do Prado. Si on peut également vous voir, ce serait formidable. Voilà, magnifique. Voilà. Alors, merci de cet appel, c'était formidable. Alors, en 3-4 minutes, parlez-nous des négociations qui se passent en ce moment, en période de pandémie, des négociations stratégiques au travers de l'OMC. Bien sûr. Donc, tout d'abord, bonsoir à tous. Un vrai plaisir de participer de cette table ronde et un bonsoir à nos exposants. J'ai été très, très frappé par tout ce qui a été dit. Merci beaucoup pour cette belle leçon. Je suis responsable pour une négociation assez complexe, une négociation multilatérale, 164 pays, plus de 10 sujets, et puis une méthode de prise de décision par consensus. Ça prend beaucoup de temps et dans les temps qui courent, c'est particulièrement difficile. Donc, tout le monde sait, le multilatéral en ce moment passe par un moment très, très complexe. On est un reflet du monde, on est un baromètre du monde. On me demande souvent comment va l'OMC. Je
dit, vous savez ce que c'est le M dans l'OMC, c'est l'organisation mondiale. On est un baromètre du monde. Ce qui se passe dans le monde, forcément, c'est ce qui se passe à l'OMC, et ce qui se passe dans le monde n'est pas très réjouissant. Ce que je voudrais dire, c'est que le multilatéral reste, disons, une négociation, même si très complexe, très nécessaire, et d'autant plus en ce moment. Je retiens ce qu'a dit le président Rogers. Genève, c'est l'endroit où on essaye de dialoguer, c'est l'endroit de la coopération internationale, et on veut garder Genève et l'OMC comme l'endroit où on peut discuter des différences, et des différences entre plusieurs pays. Je voudrais dire quelque chose de mon expérience comme négociateur, parce que la négociation bilatérale, qui a été bien décrite par l'ambassadeur Loretan, est une chose. La négociation multilatérale, on doit connaître les personnes, les cultures de tous ces beaux mondes, et ce n'est pas toujours facile. Il y a un point, il faut connaître absolument son sujet. La négociation, c'est un art ou une technique, mais on ne négocie pas sans savoir son sujet. La négociation est aussi une activité humaine. Il faut aimer les gens pour négocier, et là, M. Tellier l'a très bien expliqué. Nous avons en ce moment, à cause du Covid, un problème que je trouve très, très difficile à résoudre, c'est de faire des négociations par le virtuel. Je trouve ça extrêmement difficile, et je vois beaucoup de négociateurs à Genève qui ne veulent pas faire une négociation par le virtuel, justement parce qu'il a dit M. Tellier, l'intelligence émotionnelle est très importante, et cette intelligence émotionnelle, on l'a et on l'expérimente de façon plus aisée en contact physique, en présence. Je voulais terminer, Madame, avec quelques recommandations de littérature sur la négociation. J'ai beaucoup étudié la négociation, même si la négociation, on l'apprend dans la pratique et non pas dans l'école. Mais je trouve quand même, il y a, disons, 3 livres qui m'ont aidé dans ma vie de négociateur, et je vais les nommer par ordre chronologique. François de Caillères, L'art de négocier sous Louis XIV, des siècles en arrière, et on voit toujours une sagesse dans la négociation. Harold Nicolson, The Perfect Diplomat. Nicholson était un grand négociateur britannique, et qui a très bien décrit les qualités du diplomate. Et dernière, Francis Walder, Saint-Germain ou la négociation. Francis Walder était un diplomate belge qui a décrit une négociation historique, celle du traité de Saint-Germain, qui finit la guerre de religion entre protestants et catholiques français. Une négociation extrêmement difficile où on mélange territoire, qui est une donnée physique limitée, et religion, qui est quelque chose qui n'est pas négociable. Comment on fait des négociations? Voilà. Merci beaucoup, Madame. Merci à vous, Monsieur le Directeur. On aura l'occasion de vous entendre probablement sur d'autres sujets. Alors, nous avons explosé les temps, mais c'était beaucoup trop intéressant pour pouvoir faire plus vite. J'espère que vous resterez encore avec nous. Je passe la parole en vous remerciant et en vous disant tout à l'heure à Richard Delay pour la suite et pour vos questions. Richard, c'est à toi. Merci Enza. De nombreuses questions ce soir. Alors, la première, elle est pour vous, Monsieur le Président. Ça fait écho un petit peu avec votre introduction. Ce Covid-19 a démontré les failles du système genevois pour négocier avec les cantons et les autres pays. C'est Clarisse Niedersonnen qui nous en parle. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça? Non, je ne partage pas le constat. Je pense qu'au contraire, Genève a pu quelque part gérer la crise en bonne concertation et collaboration avec les autorités fédérales et les autres cantons. Je n'ai pas parlé du canton de Vaud, mais on l'a appelé évidemment, on voulait être aligné sur bon nombre de sujets. Je n'ai pas l'impression qu'on soit passé à côté d'une mesure phare qu'on voulait prendre et qu'on n'aurait pas réussi à prendre, ou l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vois pas vraiment la portée du commentaire. Après, on pourra, le temps dira si on a bien fait ou mal fait, mais en tout cas, je ne ressors pas de ces 2 mois avec une frustration
en me disant bah, tiens, ça, on voulait le faire de cette manière, mais on a perdu la négociation, on n'a pas pu le faire et c'est catastrophique. Je n'ai pas ce sentiment-là. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Excellence, une question pour vous. Les négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, donc entre Mojo et Barnier, quelle est votre position par rapport à cela? Il nous faudrait votre micro. Voilà. Ma position, c'est qu'il faut rester extrêmement ferme avec la Grande-Bretagne qui a fait le choix de la sortie. Donc, on ne peut pas avoir le beurre et de l'argent du beurre. D'ailleurs, c'est aussi mon avis sur la position que devrait avoir l'Union européenne par rapport à la Suisse et l'accord institutionnel. On ne respecte que les gens qui sont fermes, qui ont des convictions, et à partir du moment où on sort du club, eh bien, on ne peut plus en avoir les avantages. Cela dit, je pense que dans une négociation de base, on pourra arriver à une sorte d'accord de libre-échange bilatéral Union européenne, Grande-Bretagne, comme il se doit, et que finalement, les Britanniques arriveront aussi au constat qu'ils ont besoin de l'Europe pour continuer à rester prospères et que simplement de faire les yeux doux aux autres, aux États-Unis ou même à l'Asie, ne suffira pas à leur bonheur. Merci beaucoup, Excellence. La question était de Thierry Martin. Merci Thierry. Philippe Pache et Rachti ont également une question sur la notion de rupture qui est adressée donc à Bernard Tillet. Déjà, est-ce qu'il est nécessaire d'aller à la rupture ou comment l'éviter? Quels sont les points à surveiller particulièrement? La question est pour vous. Merci. Alors, la rupture, malheureusement, des fois, on peut être amené à avoir de la rupture quand on n'arrive pas à s'entendre sur un objectif. Faut savoir qu'il y a des négociations dites impossibles. Par exemple, lorsque nous avions affaire à des gens atteints de graves pathologies, des schizos ou des paranos, ben là, il y a souvent une rupture parce qu'on ne ressent plus la même chose. Sur du terrorisme islamiste aussi, eux, ils se battent pour mourir. Donc là, il n'y a plus rien. On ne peut rien faire. Donc, ça peut aller jusqu'à la rupture. Et puis, des fois, on peut se servir de cette rupture pour permettre de lancer un assaut. C'est-à-dire que, étant donné qu'on n'arrive pas à s'entendre sur l'objectif, ce qu'on va me donner comme mission, c'est de séparer le preneur d'otage des otages. Par exemple, on va prendre le cas dans une maison. Je vais tout faire pour amener le preneur d'otage dans la cuisine, si les otages sont dans le salon, afin que le groupe d'assaut lance l'assaut pour sauver les otages et que notre preneur d'otage se retrouve tout seul confiné dans la cuisine. Donc, la rupture, c'est à éviter puisque c'est stérile et on voit bien qu'il y a un assaut après et c'est toujours dommageable. Donc, il faut tout faire pour éviter cette rupture, lâcher peut-être un peu du lest pour pouvoir le rattraper par la suite. Merci beaucoup, Bernard. Monsieur le Président, j'ai une question pour vous, à nouveau. Quelle est, selon vous, la part de la communication à mettre en place derrière une bonne négociation, autre que les éléments de langage? C'est Franck, c'est un anonyme qui nous pose la question. Quelle est la part de la communication? Quel est le rôle, quelle est la part de communication qu'on doit mettre en place derrière une négociation? Alors, elle est très importante en politique parce que c'est rare la part de la population. Si un gouvernement dit, bon, voilà ce qu'on vous propose, chères concitoyennes, chers concitoyens, parce que c'est ce qu'on a pu négocier, ça ne va pas être très bien reçu. Donc, il faut que la communication permette de légitimer le résultat et explique aux gens que c'est la meilleure solution possible. Et souvent, dans le domaine politique, les gens sont dans l'ordre de l'idéal. Les exécutifs menent le débat dans ce qui est de l'ordre du possible. Et quand il y a un trop grand décalage sur l'accord institutionnel, c'est vrai qu'il y a un grand décalage entre ce que la Suisse, les autorités suisses peuvent faire à l'égard de l'Union européenne et réellement, et ce que pense la population suisse de ce que les autorités devraient faire. Donc, il n'y a pas de solution, puisque toute solution négociée avec l'Union européenne sera perçue par une grande partie de la population comme un échec. Donc, je pense que la communication vise à expliquer, en traitant les citoyens pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des adultes et qui comprennent des situations difficiles, à expliquer que c'est la meilleure option possible et donc donner le cadre. Donc, la communication, pour moi, sert à cela. Très bien. Merci, Monsieur le Président.
Une question pour vous, mon Excellence. Excellence, pardon. Vous avez parlé tout à l'heure des signaux faibles, quand vous disiez qu'il faut être capable de faire de l'empathie. Et là, vous avez commencé à y répondre à cette question et pas mal d'auditeurs nous la posent. Est-ce qu'on s'entraîne à la négociation? Je vois que le président est en train de s'entraîner à la négociation avec ses enfants. On connaît ça aussi, vous inquiétez pas. Hein. Mais est-ce qu'on s'entraîne à la négociation et y a-t-il des écoles de négociation? Alors oui, je pense que par exemple dans la carrière diplomatique, dans les premières années de stage, etc., il y a de l'instruction sur la négociation, mais rien ne vaut la pratique et je pense qu'on devient meilleur avec la pratique. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose… Bien sûr qu'il y a des natures qui sont plus aptes à négocier, mais je pense que c'est dans la pratique qu'on s'enrichit et qu'on devient habile et qu'on développe cette aptitude à se mettre à la place de l'autre tout en essayant d'atteindre son objectif. Mais la négociation, on ne la trouve pas que dans la diplomatie. Moi, je pense qu'on la trouve dans la vie entière. On la trouve beaucoup, par exemple, dans l'économie, dans la politique, etc. Donc, c'est une pratique que chacun peut acquérir et il suffit d'en être conscient. Il faut simplement réaliser que chaque situation est une situation de négociation et que l'aboutissement positif, c'est quand les deux peuvent en sortir gagnants. Merci beaucoup. Il nous reste 3 minutes puisque nous avions démarré avec 3 minutes de retard. J'ai une question à vous poser à chacun d'entre vous qui m'intéresse, et qui revient énormément également, c'est négociation et médiation. La Suisse, c'est quand même le pays de la médiation. Est-ce que vous faites une différence, chacun d'entre vous, chers conférenciers, entre la négociation et la médiation? Excellence, vous pouvez peut-être commencer. Alors oui, quand vous négociez quelque chose, vous êtes parti à l'enjeu, c'est-à dire que vous voulez atteindre un but à votre avantage et amener l'autre à l'accepter. Dans la médiation, vous cherchez une solution entre deux parties, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs formes de médiation, mais la médiation active, c'est d'une part, vous essayez de créer des canaux de communication entre les deux parties, et puis si ces deux parties n'arrivent pas à travers le dialogue à trouver des solutions, vous pouvez vous-même en proposer ou en suggérer à l'une ou l'autre partie. Et puis le troisième aspect, c'est qu'une fois qu'on a réussi, eh bien, que les parties s'approprient le succès de la négociation. Ça, c'est une médiation. Merci beaucoup, Excellence. Bernard Tillet, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour moi, il y a 3 niveaux. Hein. Il y a la concertation, il y a la médiation et puis il y a la négociation. Comme monsieur l'ambassadeur l'a expliqué, hein, cette médiation, c'est peut-être quelqu'un de neutre qui va essayer de trouver une solution avec les deux parties. Mais si cela échoue, eh bien, on passe à l'étage supérieur. C'est un ascenseur, en fin de compte. On passe à l'étage supérieur. On va entrer dans une négociation si la médiation a échoué. Donc voilà, c'est des degrés d'intensité différents. Très bien, merci beaucoup. Monsieur le Président? Non, mais j'ai rien à ajouter. Je pense que c'est une question de définition. J'ai l'impression qu'on peut négocier à deux, mais la médiation, il y a toujours une tierce personne qui aide les deux négociants, entre guillemets, à trouver un accord. C'est vraiment une question de définition. J'ai rien d'autre à ajouter. Très bien. Écoutez, je vous remercie tous les trois d'avoir répondu aux questions du public. Nous étions 121 ce soir, Enza. Je te laisse annoncer la conférence de la semaine prochaine. Non, je te laisse l'annoncer, Richard, puisque la semaine prochaine, c'est essentiellement l'IMSG qui réunit un panel et nous sommes en soutien au cercle. Alors, je te laisse l'annoncer avec plaisir. Moi, j'aimerais juste… vous n'êtes plus là. Ah, voilà. J'aimerais juste dire combien cette conférence personnellement m'a touchée, et il n'y a qu'à lire le chat
pour se rendre compte de combien elle a plu à nos 123, nous avons été jusqu'à 123 en ligne. Voilà, après Richard, je demanderai aux participants de la conférence de rester pour la photo. Et Richard, si tu peux nous annoncer pour la semaine prochaine, avec plaisir. Très bien, merci Enza. Semaine prochaine, dans Cultivez votre cercle, donc nous aborderons l'épineuse question du choc des âges. Est-ce que c'est un enjeu pour les entreprises? Avec le philosophe et écrivain Pascal Bruckner, Stéphane Alfinger, qui est un ancien DRH et qui accompagne beaucoup d'entreprises dans les mutations RH, et un professeur de l'université, qui est un psychiatre spécialisé dans les questions justement des seniors et des plus que seniors, avec Diana Kapoulos. Donc, la semaine prochaine, un sujet passionnant qui nous regarde tous dans les entreprises et dans la société, sur le choc des âges, donc tous ces liens intergénérationnels. J'espère que vous serez nombreux. Merci à toutes et à tous et très très belle soirée. N'oubliez pas de remplir ce sondage sur cette réunion, sur cette séance sur la négociation. Merci à nos auditeurs et merci à nos conférenciers, au Cercle des dirigeants d'entreprise, à Enza, Jacques-François et tous ceux qui nous ont suivis. À la semaine prochaine. Bien sûr. Merci à toutes et à tous. Bonne semaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Prenez soin de vous.